Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo pour Bivolution. On va aborder le thème des HPI et TDAH. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que HPI? C'est haut potentiel intellectuel et TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors moi, je suis Catal Rapin, je suis coach et formatrice en communication positive. J'accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles, que ce soit à titre perso ou professionnel. Je les aide à retrouver des relations plus saines et notamment, j'aime particulièrement accompagner les personnes qui ont des difficultés à s'affirmer. Je suis certifiée en ProcessCom et je suis en cours d'accréditation en Carman Process Model. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder le thème des HPI et TDAH avec Magali. Magali, si tu veux bien te présenter. Bonjour Catel, bonjour à tous. Merci pour l'invitation Catel, je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec toi. Je m'appelle Magali Semama, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans le TDAH. J'accompagne donc les parents d'enfants atypiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un TDAH, un trouble de l'opposition, ou alors les parents d'enfants avec des comportements tyranniques. Je les aide à acquérir des outils pratiques et mettre en place des stratégies efficaces et adaptées. Et l'objectif, c'est de rétablir des relations plus apaisées au sein de la famille et de diminuer le stress. J'accompagne aussi les adultes en développement personnel et les adultes TDAH en les aidant à mieux comprendre leur mode de fonctionnement et à faire de leur différence une force. Ben, écoute, je te remercie pour ta présentation, Magali. Alors aujourd'hui, nous avons dans le thème des personnes HPI présentant également un TDAH. Donc je rappelle les termes HPI au potentiel intellectuel, alors que TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que nous sommes toutes les deux et personnellement impactées par ce sujet. Pour ma part, je suis maman de deux enfants et mon fils de 13 ans a été testé HPI quand il avait 7 ans. On aurait pu penser que ça aurait été plus simple pour ses études, mais au contraire, c'est plutôt plus compliqué. Justement, de toute sa scolarité, et notamment depuis le collège, les professeurs ont souvent alerté sur ces difficultés d'attention en cours. Et pour préciser, à la fin de de l'année scolaire précédente, les professeurs m'ont demandé de faire diagnostiquer mon fils par un professionnel pour un TDAH, justement, afin d'envisager la médication. Donc à ce moment-là, j'avais été un petit peu bouleversée, on va dire. C'est pour ça que j'ai contacté Magali, que je connais déjà depuis quelques années, pour avoir son avis. Je sais qu'elle est spécialisée sur ces sujets. D'ailleurs, je te remercie, Kelten, de l'avoir fait. Alors, pour ma part aussi, pourquoi ce sujet? Parce que je suis maman de trois enfants de 23, 20 et 14 ans. Et les trois ont été diagnostiqués TDAH. Et c'est vrai que, comme tu disais par rapport au HPI, bah, pour les TDAH, c'est vrai que enfin, les études, c'est compliqué parce qu'on est dans un système qui n'est pas adapté aux enfants différents. Et c'est vrai que d'autre part, ce thème m'a paru intéressant et d'actualité, parce que je reçois, dans le cadre de mes accompagnements, je reçois de plus en plus de parents dont les enfants sont HPI et qui se font aussi diagnostiquer TDAH. Du coup, c'est vrai que quand tu m'as proposé ce thème, j'ai même pas hésité 2 minutes. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté. Et du coup, maintenant, on va présenter un petit peu plus le HPI. Donc, le HPI, c'est haut potentiel intellectuel. C'est une personne qui présente des capacités cognitives globales supérieures à la moyenne. Cette capacité, elle est déterminée par un test qui s'appelle le WISC. Il est plus connu sous le terme de QI, ou quotient intellectuel. On va considérer qu'une personne est HPI lorsque son QI est supérieur ou égal à 130. Et les personnes HPI représentent environ 2% de la population. Du point de vue des neurosciences, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de neurones et de connexions chez les personnes étant HPI. Et la personne HPI a un réseau d'intelligence et de raisonnement particulier, un mode de fonctionnement un peu à part. Par exemple, mon fils, il est très très fort en maths. Euh, il va trouver des résultats tout de suite, et c'est presque une évidence pour lui, à tel point que il a du mal à expliquer comment il est arrivé au résultat. Je me rappelle de son professeur de maths l'année dernière pensait que c'était un hasard, qu'il trouvait si rapidement les résultats. Et quand elle a vu que ça faisait 15 fois de suite qu'il trouvait par hasard le bon résultat, elle s'est dit, bon, il y a un truc quand même. Mais il n'arrivait pas à expliquer les démonstrations. Alors c'est très important à partir de la sixième, en fait, de pouvoir démontrer comment on arrive au résultat. Et c'est vrai que je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que tu disais que le professeur pouvait penser que c'était un hasard et c'est parce que on va dire que il a eu il a eu de la chance parce que dans le cas de ma fille
qui est TDAH et qui a le même âge que ton fils, hein, les professeurs peuvent plus penser quand tu trouves la réponse que ça peut être t'as copié, par exemple. Ah Et oui. en fait, c'est vrai que les TDAH, ils ont aussi des difficultés avec les démonstrations, parce que pour faire des démonstrations, il faut réussir à s'organiser, prioriser. Et comme le TDAH, c'est aussi un problème des fonctions exécutives, ça peut être très compliqué de faire une démonstration alors que tu as le résultat. Donc, par rapport à ça, et avant de rentrer dans le vif du sujet du TDAH, je voudrais faire une petite précision. C'est que entre la différence HPI et TDAH. Le HPI, comme tu l'as expliqué juste avant, ça concerne une partie des personnes qui sont à l'extrémité des courbes d'intelligence. Mais être HPI, en fait, c'est un mode de fonctionnement. En revanche, le TDAH, c'est un diagnostic médical. Et c'est vrai qu'on peut faire la confusion entre les deux. Et c'est important de comprendre que c'est un diagnostic médical. Il fallait voir un psychiatre spécialisé. Alors, par rapport à ça, donc, le TDAH, c'est un déficit spécifique du développement des fonctions attentionnelles. Dans la pratique, ce trouble il se manifeste par une difficulté à se réguler, à se stabiliser, un peu comme des montagnes russes. Et c'est vrai que dans le coaching des adultes TDAH, c'est la première chose qu'on nous explique. Et d'ailleurs, tu le vois quand tu vas avec des gens TDAH, ça monte, ça descend, tu as du mal à te réguler. Le TDAH, c'est important de préciser que c'est un trouble du neurodéveloppement, donc d'origine neurologique. Ça ne vient pas d'une mauvaise éducation, d'une éducation laxiste, c'est important de le dire. Et ça apparaît pendant l'enfance, avant l'âge de 7 ans, et ça combine trois caractéristiques principales, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et ça peut s'accompagner d'autres troubles qui s'appellent les troubles associés, c'est-à-dire les troubles des apprentissages, l'anxiété, les troubles de l'opposition, etc. Le TDAH, ça touche environ 6% des enfants et 3% des adultes. Ça peut persister à l'âge adulte dans 65% des cas. Parfois, les symptômes peuvent diminuer à l'adolescence. Alors justement, quels sont les symptômes? Donc, comme je te disais juste avant, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Et ils doivent être présents depuis au moins 6 mois pour envisager l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on peut être un peu stressé et être agité, mais c'est pas, il faut vraiment que ça persiste au moins 6 mois. Donc, pour l'inattention, c'est le fait d'être très distrait, des difficultés à se concentrer, à se focaliser sur une seule tâche, et ce qui provoque des faux détourneries, perdre ses affaires, avoir des oublis, oublier ses rendez-vous, des Ah, choses bah comme là, ça. tu vois, quand tu dis ça, effectivement, je vois tout à fait mon fils parce que tu vois, dès qu'on fait les devoirs, c'est quelque chose de compliqué. Il va être attiré par la moindre distraction, la moindre chose qui passe à côté. Et puis, par exemple, ses affaires, il les oublie tout le temps à l'école. C'est Ça, depuis, c'est depuis, depuis le CP, c'est comme ça. Donc, Et c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire pour les devoirs, bon, souvent les devoirs, ça fait partie de la bête noire des parents d'enfants TDAH. Parce que tu disais qu'il regardait, qu'il était distrait. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les pensées arrivent en même temps. Parce que certains neurotransmetteurs sont dysfonctionnels chez les TDAH, en l'occurrence la dopamine et la noradrénaline. Ce qui veut dire que tout arrive en même temps, il n'y a pas de priorité. Et comme en plus les fonctions exécutives, elles permettent de recevoir les infos par ordre de priorité et qu'il y a un dysfonctionnement, ça fait que tout arrive en même temps. Le deuxième symptôme, c'est l'impulsivité, donc une impatience, une difficulté à attendre, un caractère imprévisible, couper la parole, avoir du mal à attendre son tour, comme par exemple dans une conférence de Sébastien Horard qu'on a vu toutes les deux, un neuropsychologue, il donnait l'exemple de dans un toboggan, en fait, quand les enfants sont jeunes, ils commencent à être dans le toboggan, il y a quelqu'un qui est en haut et qui dit toi c'est à ton tour, etc. Et là la personne elle est partie, c'est-à-dire que tu allais boire un café et donc tout sort d'un coup, ouais. comme ça d'un coup. Ouais. Mais moi, je vais te donner un exemple par rapport à quand on joue avec mon fils. Tu vois, on est en train de faire un jeu, il sent qu'il va perdre, et ben, il sent qu'il commence à perdre. Il n'a pas encore forcément perdu, et il est capable de partir en rage, voire de bousculer le plateau de jeu, des choses comme ça. Euh, et aussi pour interrompre, par exemple, on est en train de parler en famille d'un sujet, et normalement, on attend que chacun ait fini. Et il veut absolument s'exprimer à ce moment-là, et si on lui dit attends un peu ton tour, et ben, il va être capable de partir en disant bah, puisque c'est comme ça, et hop, il s'en va. C'est ça, exactement. vois. Exactement la même chose chez moi, c'est-à-dire que tout le monde se coupe la parole. Mais comme maintenant, bon, moi y compris, alors que je ne suis pas TDAH, mais comme on le sait, donc maintenant, j'ai ma fille il y a 2 jours qui m'a dit, est-ce que tu me permets de te couper la parole? Parce qu'en fait, c'était plus fort qu'elle, il fallait que ça sorte, mais au moins, elle m'a posé la question. Et le troisième symptôme, c'est l'hyperactivité. C'est donc un besoin de bouger, une agitation incessante, donc avoir du mal à rester en place, parler beaucoup aussi, ça fait partie, hein. Remuer les mains et les pieds pour les enfants, par exemple. Donc, c'est des choses comme ça.
Voilà. Bah là, tu vois, par contre, c'est le symptôme qui est moins présent chez mon fils, ça. Alors, il y a des moments, hein, évidemment, il est un peu comme ça, où il a besoin de bouger, sauter, mais globalement, c'est pas ce qui le caractérise le plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où les profs, ils se plaignent du fait qu'il a besoin de bouger un peu et surtout de griffonner pour écouter. Mais ça, on verra après pourquoi on pense ça. Enfin, si tu peux dire. Bah parce qu'en fait, griffonner, ça fait partie des choses qui font qu'on arrive à se concentrer. Malheureusement, c'est pas toléré en classe parce que les professeurs pensent que c'est un manque de respect et pourtant, griffonner, ça permet de se concentrer. Même quand Ouais. on prend des notes pendant des conférences. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés avec le TDAH? Donc, le TDAH, c'est un trouble déficitaire des fonctions exécutives et de la motivation. C'est pas juste le fait d'être distrait, parce que les gens associent ça à la distraction, mais il n'y a pas que ça. Les difficultés les plus récurrentes, ça concerne l'organisation, la priorisation, le focus, le fait de passer d'une tâche à l'autre, c'est aussi très compliqué, de maintenir son effort dans la tâche, la gestion des émotions, l'utilisation de la mémoire qui peut être compliquée et le passage à l'action. Et toutes ces difficultés, elles sont amplifiées si l'activité n'intéresse pas. Mm. C'est encore plus compliqué. Une petite différence entre le TDA et le TDAH. Alors, le TDA et le TDAH, en fait, c'est le même trouble. C'est juste que c'est un déficit spécifique du développement des fonctions attentionnelles. Par contre, il se manifeste différemment. Quand on a le H, c'est plus dans l'agitation et l'hyperactivité. Et le TDA, c'est une prédominance d'inattention. C'est-à-dire qu'une personne TDAH va avoir le besoin de bouger, avoir du mal à rester en place, et ça va se voir. Tandis que le TDA, il va être plus être dans la lune, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'agitation. Il peut y avoir une agitation interne, en fait. Mm. Se voit pas. Un peu comme, je te donne une métaphore que je trouve sympa en général, c'est le canard qui est sur l'eau, où tu le vois en haut, il est tout calme comme ça, et puis en fait en dessous, il est en train tu sais, de battre des pieds comme ça rapidement. Alors d'après ce que tu décris, mon fils, il est plutôt TDA en classe, et justement, il a besoin de faire autre chose pour rester concentré, donc le fameux griffonnage. Et par exemple, quand il était en primaire, il prenait un livre en cours pour écouter. Alors, ça aurait pu choquer la plupart des profs, mais là, j'avais bien expliqué à la maîtresse et justement, elle avait noté, justement, elle était très compréhensive et elle avait noté qu'il y avait une différence d'intégration pour Gabriel quand il faisait autre chose en même temps que le cours que quand on l'obligeait à rester attentif a priori. C'est là où il partait dans sa ligne, justement. Et c'est pour ça qu'elle a accepté qu'il fonctionne comme ça en lisant un livre pendant le cours. C'est ça. Alors, pour la métaphore du canard, j'adore, c'est exactement ça, en fait, hein. Tu peux être très calme à l'intérieur et en fait très agité à l'extérieur. Ouais. Et c'est vrai que c'est grâce à des enseignants comme la maîtresse de ton fils que nos enfants peuvent se sentir à leur place parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui accepteraient de faire deux choses en même temps. Mais c'est vrai que des personnes, je vois mon fils, c'est pareil. Hier, il était en train de faire son rapport de stage. Pendant ce temps, il écoutait de la musique. Pendant ce temps, il jouait, enfin, il faisait des notes sur son portable. Et en fait, il peut pas faire une seule chose. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et une petite précision, c'est vrai que souvent les filles passent inaperçues parce elles sont à prédominance d'inattention dans leur bulle. Et d'ailleurs, il y a 55% des diagnostics d'adultes TDAH, hein, c'est des femmes. Parce que du coup, on s'en rend pas compte et c'est pendant des périodes importantes, par exemple dans les études supérieures, quand elles ont le premier enfant, à la ménopause, où il y a des problèmes. C'est important de le dire parce que souvent ça passe inaperçu. Alors, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il en est du TDAH? Donc, par définition, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, ça fluctue dans le temps. On peut penser que ça disparaît avec l'âge, ça peut s'atténuer, en tout cas, l'hyperactivité, mais ça reste présent. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que plus on met en place des techniques pour s'organiser, pour maîtriser tout ça, avoir conscience de son trouble, plus ça sera facile à l'âge adulte parce qu'on connaît son trouble et il y aura des choses qui auront été mises en place très très jeune. Donc Sera adapté. Ouais. c'est ça. Tu vas nous expliquer donc la combinaison TDAH, HPI, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en théorie, le HPI et le TDAH sont opposés parce que chez les HPI, il y a un réseau de connectivité très développé et notamment dans la zone frontale, alors qu'inversement, dans les TDAH, ce sont les zones frontales qui dysfonctionnent le plus. Donc théoriquement, le HPI et le TDAH sont opposés, mais ils sont cliniquement constatés. Ce qui fait que les explications scientifiques pour l'instant sont assez floues. Ils continuent de se poursuivre sur ce sujet. Voilà, ça c'est quelque chose à signaler quand même. Dans la théorie, voilà, c'est ça. Alors, sachant que dans la pratique, hein, est-ce que c'est possible d'être TDAH et HPI? Eh ben, dans la pratique, oui.
Parce que c'est vrai que moi, dans le cadre de mes accompagnements, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et leurs enfants ont les deux cumulés. Donc, c'est vrai que on parle beaucoup de compensation. Mais en réalité, le HPI, c'est un facteur protecteur, mais jusqu'à une certaine limite. C'est vrai que personnellement, avant de faire cette interview croisée avec toi, euh, je pensais que le fait d'avoir, comme tu disais juste avant, le fait d'avoir un HPI, ça pouvait compenser. Et il s'avère que pas tout à fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir un QI élevé, ça va permettre à l'enfant ou à l'adulte de compenser grâce à ses facilités, c'est vrai. Mais si le TDAH est très sévère, le QI ne pourra pas compenser les difficultés. Euh, c'est à Ah, peu près ça, en fait. c'est exactement la difficulté actuelle de mon fils. Et du moins, c'est ce que enfin, ce que pensaient les professeurs l'année dernière, à la fin d'année scolaire. Et c'est pour ça. Ils disaient en gros que pour l'instant, son côté HPI avait compensé ce manque d'inattention. Mais là, justement, pour l'année scolaire qui commence, ça va commencer à être compliqué pour lui. Mais C'est bon. c'est ça, parce qu'en fait, le TDAH, en fait, il ne masque pas le HPI sur les scores. Mm. C'est-à-dire, en bref, un enfant TDAH qui effectue le test dont tu parlais, le WISC 5, Ouais. s'il a des résultats harmonieux, il aura un QI représentatif. Mm. Parce que quand tu passes, moi j'ai fait passer les tests à mes 3 enfants, Mm. ils les passent dans un cabinet avec un neuropsychologue, donc c'est calme, ils sont stimulés régulièrement, ils le font en plusieurs fois, donc en général ils peuvent très bien réussir les tests. Et c'est vrai qu'un enfant HPI qui s'ennuie peut manifester les mêmes symptômes qu'un enfant TDAH, mais les causes elles sont différentes. Mm. C'est-à-dire que si on pose une question en classe et qu'il répond il répond trop rapidement parce qu'il a déjà la réponse, parce qu'il la connaît, on peut penser qu'il est impulsif, alors qu'en fait, c'est juste qu'il s'ennuie et qu'il connaît la réponse. Donc, en conclusion, il peut y avoir des symptômes similaires entre un enfant TDAH et un enfant HPI, mais qui auraient des causes différentes. Oui, tout à fait. Je rajouterais que les HPI ils décrochent en cours comme les autres enfants, en réalité, mais donc pas pour les mêmes raisons. Généralement, un enfant qui va décrocher en cours, c'est parce qu'il est surstimulé, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas le cours et que les informations sont trop complexes, alors que dans le cas du HPI, c'est l'inverse. Il décroche parce qu'il est sous-stimulé, il connaît déjà les informations, il n'est pas intéressé par le cours. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et c'est pourquoi poser le diagnostic TDAH sur un enfant HPI, il va falloir déterminer si l'enfant a un problème d'attention par dysfonctionnement, dans le cas du TDAH, ou par ennui, ce sera plutôt le HPI. C'est ça. Et par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais rebondir sur, c'est vrai que les enfants TDAH, quand ils sont en classe et qu'ils doivent prendre des notes, hein, écouter le cours, pas penser à autre chose, ça reste quand même très compliqué. Ouais. Et alors, par rapport aux tests, du coup, tu vas nous expliquer les Voilà, tests, bah là, c'est du coup, ça? je vais vous parler des tests pour les HPI. Donc, pour les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois, c'est très précis, le test de référence du QI, quotient intellectuel, et le WISC 5. Donc, WISC, c'est pour Wechsler Intelligence Scale of Children. Donc, c'est échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants et adolescents. Et 5, c'est parce que c'est la cinquième révision. Alors, pour un petit peu d'histoire, le nom vient de David Wechsler, qui était un psychologue américain d'origine roumaine et qui est l'inventeur de ce test et qui avait travaillé dans l'armée. Du coup, le WIS 5, c'est la référence internationale pour la mesure de l'intelligence de l'enfant. Et c'est un test d'intelligence cognitive, parce qu'il existe aussi des tests d'intelligence émotionnelle et un test d'intelligence créative. Et l'objet du test, c'est de comprendre le type d'intelligence de l'enfant et déterminer les forces et les faiblesses cognitives de l'élève. Enfin, de l'élève, de l'enfant. La batterie de test, elle comporte plusieurs exercices verbaux et non verbaux qui mesurent les différentes habiletés cognitives. Et à présent, le test il a été revu avec les données issues de la recherche et en neurosciences afin d'explorer les différents processus impliqués dans l'apprentissage. Et ce test, il est divisé en 10 subtests. Il dure 1 heure à 1 h 30. Et donc, on considère un enfant HPI si le résultat est supérieur ou égal à 130. Et dans certains cas, on fait un bilan psychologique quand c'est des cas de doute. Après, il y a plusieurs types d'intelligence qui sont testés dans tout ça. Il y a l'intelligence cristallisée, c'est la capacité à utiliser les choses apprises dans le passé. Ensuite, il va y avoir l'intelligence fluide, c'est ce qui correspond à la logique et au raisonnement. Ensuite, il y a les mémoires de travail qui correspond au court terme pour stocker et manipuler les choses. Et ensuite, il y a la vitesse de traitement des tâches. Pour chaque test, il va y avoir un indice et un score. Et lors du test, il y a un rapport écrit et détaillé qui sera remis euh, par l'accompagnant sur ça, avec l'analyse du fonctionnement cognitif de l'enfant. C'est ça.
Alors, merci pour cette présentation. Et je voudrais juste apporter un petit détail. C'est vrai que le WISC, c'est un test d'intelligence pour HPI, Mm. mais aussi TDAH, en fait. Ouais. Parce que c'est étonnant, parce qu'en fait, c'est pas l'intelligence qu'on devrait tester, mais en fait, on fait ce test-là aussi pour les TDAH. Et il y a différents items dans lesquels les enfants TDAH, en fait, peuvent obtenir des scores plus bas par rapport aux autres scores. Alors, complété par une observation du psychologue, bien sûr, cette disharmonie, en fait, elle peut confirmer une suspicion de TDAH. D'ailleurs, ça concerne deux items que tu nous as expliqués. L'indice de mémoire de travail. Donc, comme tu nous as expliqué, la mémoire de travail, en fait, elle décrit une mémoire à court terme qui permet de stocker et de manipuler temporairement les informations. Alors, si on devait prendre un exemple, ça serait une image, ça serait un tiroir, en fait. Mm. On met toutes les informations à différents endroits et en fait, il faut les reprendre pour pouvoir les utiliser. Alors, ça peut aider à faire des problèmes, calcul mental, un raisonnement, comme tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que l'indice de mémoire de travail, il peut être vraiment plus bas par rapport aux autres résultats, donc peu harmonieux avec le reste. Et ça fait partie des choses qui peut être révélateur d'un potentiel TDAH. Et le deuxième indicateur, c'est l'indice de vitesse de traitement. Donc, il évalue la vitesse de traitement au niveau intellectuel et graphomoteur. Et si l'indice de vitesse de traitement est plus bas que le reste, du coup, c'est un deuxième indicateur Mm. pour mettre sur la voie d'un TDAH. J'en discutais justement avec ma fille qui m'a expliqué un peu les subtests, etc., parce qu'elle est en master de psycho. Et elle m'expliquait qu'en fait, ils leur disent que les TDAH, quand ils passent ce test, si ces deux indices sont plus bas que la moyenne et pas harmonieux, il y a une suspicion de TDAH. C'est pas que ça. Après, il y a des questions, des discussions cliniques, etc., pour être bien sûr, mais ça peut mettre sur la voie. Mm. Il y a un autre test aussi, en plus de ça qu'on fait passer au TDAH, c'est plus du tout de l'intelligence, c'est un test d'évaluation de l'attention, complètement basé sur l'attention qui s'appelle Teach. Il y a un autre nom pour les adultes. Et c'est une batterie de tests destinée juste pour voir la capacité attentionnelle de l'enfant. Ça veut dire l'attention soutenue, l'attention focalisée, le Mm. contrôle attentionnel. Et ça, avec le WISC, alors il n'y a pas forcément les deux. En général, il y a le WISC et après on peut faire un diagnostic. Mais parfois, ils demandent un Teach. Et après, avec les deux, ils essayent de voir si c'est un TDAH ou pas. Et avec ces tests qu'on a passés, on va voir donc le psychiatre, c'est lui qui établit le Ouais. diagnostic. Tu veux dire lequel des deux? Ok. Exactement. C'est ça. Ok. Si, si, ou les deux. Je sais pas. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Bah, du coup, maintenant, on va voir quelles sont les solutions pour accompagner les HPI, les TDAH. Je m'occupe Mhm. des HPI. Alors, pour les enfants et parents, du coup, HPI, enfin, les enfants et les parents Mhm. d'enfants HPI, bah, déjà, la première étape, ça va être d'expliquer aux parents le fonctionnement de l'enfant. Et après, ça va être d'expliquer à l'enfant lui-même bah, son fonctionnement, sa singularité et lui dire que c'est une force, parce que souvent, il voit ça comme une faiblesse, un poids, une charge. Donc, voilà. Ça va être important aussi de souligner régulièrement sa créativité, sa façon différente de penser, justement. Je crois que tu dis souvent penser hors du cadre, c'est ça. Mhm. Mhm. Lui apporter suffisamment de stimulation, parce que du coup, on l'a vu que c'est un enfant HPI a besoin de beaucoup de stimulation, mais ça va être aussi autant intellectuel que physique. Et en fait, on parle de stimulation optimale. Euh, Mhm. voilà ça. Alors là, je parle en tant que maman concernée. Il faut falloir dialoguer aussi avec les professeurs Ah pour oui, qu'ils soient compréhensifs autant que possible. Alors ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, sur le besoin de mouvement notamment, parce que c'est sa façon d'apprendre et de rester concentré. Donc, c'est quelque chose. Et je vois hein, clairement dans le cas de mon fils, pour être focalisé sur quelque chose, il a besoin d'une autre stimulation et qui soit suffisante pour justement capter l'attention. On en a parlé plusieurs fois maintenant. Voilà. C'est- c'est ça. Et clairement, si c'est pas assez stimulant, et bah, il va combler le vide, bah, soit en griffonnant, soit en bougeant, en parlant aux autres, ce qui va gêner les professeurs. Et voilà. Donc, pour résumer vraiment, pour ce type d'enfant HPI, ça va être stimuler le corps et l'esprit. C'est ça. Et puisque tu parles de ça et que je les ai sur mon bureau, il y a ce genre de choses Ouais. qui sont des fidgets que j'adore, qui sont Ouais. super pour pouvoir occuper les mains. Bon, c'est vrai qu'en classe, il y a certains professeurs qui acceptent, Ouais. mais d'autres pas. Et quant au bavardage, moi aussi, j'allais systématiquement pour les bavardages parce que en fait, ça fait partie du trouble de l'attention. Ouais. Donc, bon, les professeurs ne comprenaient pas, mais en fait, de s'occuper, de parler, ça fait partie de ça. Alors, c'est vrai que pour la prise en charge du coup des TDAH, Ouais. elle est pluridisciplinaire. C'est-à-dire chez le patient, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, quand il y a un diagnostic de TDAH qui est établi, une des premières choses qu'on propose quand même, c'est la médication. Ouais.
Alors, ça, on veut pas, mais en tout cas, ça peut être soit pris seul, soit couplé. Le but, c'est aussi de la coupler avec d'autres techniques pour mieux gérer ce trouble. Alors, justement, quelle technique? Mm. Pour les enfants et les adolescents, donc, il y a de nombreuses stratégies à mettre en place pour les aider non seulement eux, mais aussi leur famille et l'entourage. Mm. Il y a des études qui démontrent que l'épanouissement d'un enfant TDAH, et je pense que c'est pareil pour le HPI, hein, tant sur le plan personnel que scolaire, ben, il est beaucoup lié à l'encouragement, Mm. à la connaissance du trouble par son entourage et sa famille notamment, parce Mm. que, alors ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout un discours culpabilisant que j'ai, hein. C'est Ouais. juste que si tu comprends bien le trouble de ton enfant et tu peux lui expliquer quelles sont les problématiques, il y aura plus de chances qu'ils soient encouragés, etc. Mm. Après, il y a aussi les guidances parentales que je propose, comme par exemple Barclay et Résistance aux violences. Je sais que ça existe aussi pour les HPI. C'est des guidances qui permettent justement de mieux comprendre les troubles, d'aider son enfant, d'avoir un mode de communication différent, beaucoup de renforcement positif. Après, il y a aussi la psychoéducation. Donc la psychoéducation, pour expliquer rapidement, c'est en fait le fait de comprendre son mode de fonctionnement et de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. C'est important, comme je disais tout à l'heure, de maintenir un dialogue avec l'école. Bon, voilà, ça, toutes les Mm. années, c'est la même rengaine. Mettre en place des aides, comme les plans d'accompagnement, le tiers-temps, qui peuvent beaucoup aider. Après, il y a aussi les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui peuvent bien fonctionner sur les enfants. Les groupes d'habileté sociale, parce que dans le TDAH, il peut y avoir des difficultés dans les habiletés sociales, dans l'interaction. Et puis aussi mettre en place un rythme de vie sain, sport, sommeil, alimentation. Ça c'est pour les enfants et les ados. Mm. Et pour les adultes, ben, il y a aussi la psychoéducation, le coaching des adultes TDAH, apprendre à mieux se connaître, ce qui convient, gérer ses émotions, la méditation, si on peut. Bon, il y a des personnes qui n'y arrivent pas ou n'ont pas envie. La cohérence cardiaque, enfin des choses à mettre en place pour mieux vivre et optimiser ses forces finalement. Mm. Tout à fait. Écoute, merci pour ce partage. Alors, du coup, là, on a vu la problématique du TDAH et des HPI, c'est que ça engendre souvent de la culpabilité, en fait, chez les parents. Et du coup, on voulait aborder un petit peu ce sujet. Parce que voilà, c'est vrai que quand on a un enfant atypique, on a souvent la peur du regard des autres, parce qu'il y a des comportements un peu différents. On peut avoir peur d'avoir à gérer les commentaires négatifs de la part de certains proches, des remarques de professeurs. Parce que, par exemple, moi, avec mon fils, l'année dernière, j'avais presque toutes les semaines un mot dans le carnet pour dire il n'écoute pas au cours. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi par manque de compréhension de l'enfant. Les parents, ils peuvent être en désaccord sur l'éducation de l'enfant et ils peuvent avoir une pratique éducative inadaptée et une insatisfaction globale, en fait, justement, de leur rôle de parents et ce qui peut les amener jusqu'à l'abandon, le fait de baisser les bras et jusqu'à burn-out parental. Et ça peut aussi générer des conflits du coup dans le couple entre les parents et aussi des conflits parents-enfants. Ils n'arrêtent pas à se comprendre. C'est ça. Mais c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Et c'est ce que je vois souvent, très souvent en guidance parentale, c'est-à-dire des parents qui sont en burn-out, parce que, comme tu dis, ils ont des techniques éducatives inadaptées, mais c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils savent pas. Et beaucoup de conflits dans le couple, des séparations, etc. Donc, c'est tout à fait ça. Et c'est important ce que je fais toujours personnellement en guidance parentale, de les déculpabiliser, parce que ce soit TDAH ou HPI, je pense, hein, recevoir des commentaires désagréables quand ils vont chez des amis, de la famille, et du coup, on leur reproche d'être des mauvais parents, d'être trop laxistes, ce qui est complètement faux. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les parents d'enfants atypiques, ils rencontrent des grosses difficultés. Et si en plus, on les culpabilise, alors qu'ils n'y sont pour rien, ça fait trop. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de préciser que d'être TDAH, c'est vrai que c'est, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses un peu compliquées, mais c'est aussi d'être créatif, inventif, de réfléchir en dehors du cadre. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sociétés qui embauchent du personnel atypique parce qu'ils ont un mode de fonctionnement différent. Ils peuvent apporter beaucoup de choses à la société et à la société de façon générale. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je dis toujours aux parents et qui s'expliquent à leurs enfants qu'il y a des entrepreneurs très connus qui sont TDAH, comme Richard Branson, et des acteurs comme Will Smith, Shakira, Cameron Diaz, Eva Longoria, Et enfin, Marc voilà, Antoine, voilà, Amir. Donc, en fait, ouais. avec la créativité, en fait, le TDAH, bien, Dirigé. voilà, c'est ça, on peut en faire une force. Mm. Tout à fait.
Écoute, du coup, justement, on va conclure. Du coup, être enfant atypique et être parent d'un enfant atypique, c'est pas simple, on l'a vu là. C'est pourquoi il me semble important de s'informer, justement, et peut-être dans certains cas se faire accompagner. Euh, on va dire que valoriser la différence de l'enfant, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît indispensable pour l'aider dans son développement et puis surtout qu'il sache développer une bonne estime de lui. Parce que souvent, c'est plutôt un enfant qui peut se trouver nul alors qu'il est plein de richesses. Donc, c'est important. Et je l'ai déjà dit aussi, et tu l'as dit aussi, souligner sa créativité et sa façon différente de penser parce que c'est vraiment une force. C'est ça. Je te remercie pour ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ça. Souvent, nos enfants peuvent se trouver nuls parce qu'ils reçoivent des commentaires négatifs, alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, j'aimerais, pour conclure, terminer sur une citation que je vais lire parce qu'elle est un peu longue et je la connais pas par cœur. Donc, le rôle des parents n'est pas d'élever des enfants parfaits, mais de leur apprendre à devenir des êtres humains indépendants, éclairés, respectueux et assez confiants pour atteindre leurs buts et réaliser leurs rêves. Et je pense que cette citation est d'autant plus valable lorsqu'on est parent d'enfants atypiques, parce qu'il faut apprendre déjà à choisir en tant que parent ses combats et aider nos enfants à s'accepter tels qu'ils sont pour pouvoir faire de leur force une différence. Tout à fait. Écoute, Magali, la vidéo touche à sa fin. Je remercie les personnes qui sont là pour leur écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux que vous trouverez dans la description. Et Magali, je te remercie tout particulièrement pour cet échange qui était sur un thème qui nous touche. J'étais ravie de ce moment passé avec toi. Merci Catel de m'avoir invité. C'était vraiment très agréable cette interview. Et merci à tous pour nous avoir écoutés. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.